Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 29 juin 2023, on se retrouve aujourd'hui pour aborder l'actualité et l'analyse technique. On va voir que, au niveau de l'actualité, on va surtout parler de micro-stratégie, de la pression qui est effectuée aussi sur Binance, et se poser la question de est-ce que, en effet, on n'aurait pas une phase régulatoire qui se terminerait cet été, et que ça changerait quand même pas mal de choses. On en discute tout de suite, et dans la partie technique, on va vraiment se poser la question sur cette clôture weekly / monthly, l'impact que ça va avoir, et surtout ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la macroéconomie. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se structurer. On risque d'avoir un mouvement relativement violent fin de week-end, et potentiellement cet été sur la macroéconomie. Je vous explique tout ça tout de suite. On commence tout de suite les actualités par MicroStrategy. Donc MicroStrategy a encore fait une annonce, ils ont acheté donc pour 340 millions de dollars pour un prix moyen de 28 100, on va dire, dollars par BTC. Donc ils ont acheté beaucoup de BTC, encore une fois, plus de 12 000 BTC, ça les reporte à 152 000 BTC acquis, pour environ un prix moyen de 29 668 BTC. Alors, pour ceux qui ne savent pas MicroStrategy, c'est quand même derrière Michael Saylor qui tient les rênes, enfin qui tenait les rênes, maintenant même s'il a été retiré du poste CEO, il fait partie du board de gestion et de la notion de stratégie, et MicroStrategy fait partie des très grosses sociétés qui ont investi dans le BTC. À l'époque, il y avait Tesla et justement Michael Saylor, enfin du coup MicroStrategy, qui continuent à acheter fréquemment du BTC. Alors, là-dessus, il y a deux choses à savoir. Premièrement, c'est que quand on a une annonce de MicroStrategy sur de l'achat, 100% du temps, on a un dump effectif par la suite, d'accord? Ça veut dire que généralement, dans les 24 heures, nous sommes censés avoir un short effectif. Bon, ça n'empêche que ça reste quand même, techniquement, on le verra tout à l'heure, il y a des appels, mais ça m'étonnerait que ce soit lié à cette nouvelle. Et l'autre chose, c'est que ça va me permettre de parler de l'impact de ces géants par rapport au marché crypto. Et justement, beaucoup de personnes sont enthousiastes de voir que Michael Saylor continue à acheter du BTC, d'autres beaucoup moins. Et il faut comprendre la différence entre les deux. C'est valable aussi par l'arrivée de BlackRock au niveau de son ETF. Oui, du coup, d'avoir des gros géants et avoir, par exemple, BlackRock qui liste son ETF, ça veut dire de la liquidité qui va rentrer, ça veut dire des institutionnels qui peuvent rentrer à travers leurs produits financiers sur le marché de la crypto, notamment du BTC. C'est plutôt positif pour le marché crypto. Mais on a un gros flag négatif et qu'il ne faut pas oublier, c'est trois choses. Un, au niveau de MicroStrategy, si jamais la société va mal, on pourrait avoir un dump massif de BTC, donc on parle de plus de 150 000 BTC qui seraient dump, donc un marché, en fonction du marché, ça pourrait être catastrophique pour justement enfoncer les cours. Donc première chose, on a donc une potentielle sell-out qui serait assez fort, assez puissant, et ensuite, deuxième problématique, c'est la notion de manipulation. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les positions ETF sont souvent utilisées pour mettre en place des positions short. Il n'y a pas que la mise en place d'une position d'accélération haussière, mais c'est aussi un moyen de pouvoir manipuler ou de pouvoir influencer une partie du marché. Et c'est aussi un des éléments qui fait justement très peur avec l'arrivée de BlackRock, dans le sens où on sait qu'on va avoir des personnes qui vont avoir beaucoup, donc ce sera un fonds qui aura beaucoup de BTC, et certainement beaucoup plus que Grayscale, et beaucoup plus que MicroStrategy. Donc oui, ils doivent racheter des BTC pour pouvoir fournir la demande, mais à un moment donné, il faut comprendre que ça sous-entend aussi que lorsqu'il y aura une gestion du risque qui sera pure à la finance traditionnelle, donc classique, je répète, la gestion du risque classique dans une finance traditionnelle, c'est quoi? C'est on coupe les actifs risqués en premier dès qu'il y a une instabilité politique ou une instabilité économique. Qu'est-ce qui se passera si jamais on a par exemple une instabilité économique, enfin politique, dans un premier temps économique c'est déjà le cas, mais politique, au niveau de la prochaine élection au niveau des USA? Est-ce qu'on aura une gestion du risque qui sera agressive? Je peux vous garantir qu'il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et donc à ce moment-là, ça sous-entend aussi que le volume de sell-out qui sera effectué sera beaucoup plus important que sur les prochains bull runs. Donc ça veut dire aussi qu'on peut avoir des problématiques liées à une pression baissière très importante qui pourrait s'effectuer très vite et très facilement à travers l'ETF sur des acteurs qui ne sont pas liés à la crypto et qui voient ça uniquement comme un actif risqué comme un autre, et donc qui vont le traiter comme tel. Et on pourra aussi se poser la question du moment
où ça a été fait, du moment du positionnement de BlackRock, du moment de MicroStrategy. Alors MicroStrategy c'est encore un peu à part parce qu'ils ont toujours acheté, mais ça m'étonnerait pas de voir d'autres géants qui pourraient commencer à acheter à partir du moment où on aurait la régulation qui serait effectuée, étant donné qu'on a la prise de position de la CFTC, donc CFTC qui est très importante, qui est la commission sur les futurs et la gestion des futurs sur le trading, qui est en train de s'occuper des DAO, de la finance décentralisée, pour juillet. Et on sait en même temps qu'on a la réglementation et la régulation qui est en train de se mettre en place au niveau du Congrès qui devrait arriver aussi en juillet. Donc je pense que ça risque d'être un été dans lequel la réglementation aux USA devrait se jouer et devrait se gérer. Ça sous-entend aussi qu'on va avoir un cadre légal structurel très fort qui devrait permettre aux institutionnels de pouvoir et aux sociétés de pouvoir s'exposer à travers des outils et à travers un cadre fixé au BTC, voire d'autres cryptos, si jamais les ETF ou la réglementation gère en fait toutes les autres cryptos de façon à ce que ce soit simplifié. Donc pour moi, on est quand même dans un setup où la réglementation va arriver, et cette réglementation va avoir un impact sur le long terme dans l'afflux des institutionnels, et je pense qu'on risque d'avoir plus en plus d'institutionnels qui risquent d'arriver. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Il faut toujours faire très attention par rapport à la parité. Je pense que c'est une bonne chose moyen terme sur le BTC. Par contre, ça sous-entend qu'on aura derrière vraiment une cohérence par rapport à la macroéconomie, et on n'aura pas cet écart que l'on voulait avoir avec justement un BTC qui était une valeur refuge. Je pense que plus on aura des institutionnels tradis qui vont rentrer, moins on y arrivera, parce que tout simplement, ils auront une gestion de leurs fonds qui sera beaucoup plus tradie. Pour rappel, aujourd'hui, nous avons des petites choses qui vont arriver. Hop, on remet. Nous avons discours de Powell, PIB, inscription chômage et promesse de vente de logement mensuel. Donc pour moi, ça va être surtout le PIB et le discours qui vont être importants. Discours qui arrive normalement 1h30 après le lancement de cette vidéo, donc qui va être relativement matinale suite à l'intervention qu'ils sont en train d'avoir. Intervention qu'on abordera dans la partie technique parce que je vais la lier directement avec l'analyse du SP500 et vous allez comprendre un petit peu ce qui est en train de se jouer. Alors, on attaque la partie technique avec toujours cette petite vue CME pour vous montrer où on se trouve. Donc, pour rappel, CME, c'est Chicago Mercantile Exchange. Donc, c'est un exchange qui est lié principalement aux institutionnels et une forme de futur. Donc, il y a un horaire d'ouverture et une horaire de fermeture. Et on voit que on est toujours ici dans une semaine où on est en train de clôturer flat. Flat, ça va être le mot qu'on va aborder tout à l'heure, même maintenant on peut en parler, où nous sommes toujours dans une volatilité qui est totalement à plat. On a un petit début d'accélération, mais on voit que ça reste vraiment plat. Et quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer par rapport à l'historique, où ici j'ai le cours du BTC, donc en orange, on voit que dans les périodes de low et les périodes de retracement, on se redirige toujours vers des périodes de flat, donc c'est-à-dire dans lesquelles on a très peu de volatilité, un écrasement de la volatilité. Les périodes basses sont toujours notées les lows, et ensuite on a toujours des phases de maintien, c'est-à-dire quand on regarde ici le low qui a été effectué, et ensuite cette accélération haussière, on voit qu'on a eu, suite à ça, une période de ranging et neutralité, on voit qu'on a eu un affaissement de la volatilité sur cette période-là. On peut se poser, est-ce qu'on est dans la même pattern ou pas, par rapport à ce qui s'est passé en 2018 ? J'ai envie de vous dire qu'on est un petit peu différent, parce qu'on est quand même dans une accélération qui est plutôt structurée, avec assez peu de volatilité, somme toute, hein. C'est quand même quelque chose qui bouge assez peu, et on devrait normalement regagner de la volatilité assez vite. La volatilité, ça veut dire, pour moi, qu'on est dans un setup qui va être beaucoup plus compliqué, et qui risque de durer relativement longtemps. Après, j'ai tendance à vous dire aussi que là, on est plus dans une réflexion, plutôt un stand-by de la mise en place de la réglementation, directement soit à travers le G20 qui va se réunir, dans lequel on va avoir vraiment une confrontation entre les BRICS et l'Europe et on va dire l'Occident en général, et aussi la réglementation aux USA qui joue quand même énormément sur la mise en place. Donc on a toujours eu, ici en retour sur le CME, le retest qui a été effectué, et on va devoir attendre. Est-ce qu'on va chercher la zone de TP Russell, donc qui est 34,36, avec le gap CME, ou est-ce qu'on va aller chercher une reload zone, donc qui va être aussi gap CME, mais entre, du coup, 20 000 et 22 000, dans lequel on a pas mal de liquidités qui sont toujours en attente. Quand on regarde en monthly sur cette fois-ci, le total index, donc qui reprend la totalité de l'historique du BTC, en tout cas jusqu'à 2011, et nous avons ici l'accélération haussière mensuelle que l'on voit, avec le très beau rebond qui est effectué sur l'EMA 50, et ensuite on est coincé avec le Kumo. On sait aussi d'historique que, généralement,
on reste dans une partie comme ça avant de faire un breakout. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui risque de se passer ici. On va être coincé entre les deux jusqu'à ce qu'on ait la mise en place de l'accélération haussière qui pourrait arriver. On sait aussi qu'il y a plusieurs années où on a fait une cassure haussière pour refaire une cassure baissière pour ensuite refaire une cassure haussière. Donc là-dessus, le Kumo a quand même assez peu de résistance, ce qui joue énormément en termes de support. Ça va être plutôt l'EMA 50 qui pourrait nous emmener petit à petit justement au-dessus et nous accompagner par la suite. Au niveau de l'order flow court terme, très intéressant de voir qu'on est toujours dans cette pattern de divergence au niveau des cours, hein, dans lequel on a un cours qui est en train de baisser, et dans lequel ici on a quoi? On a une accélération, hop, des positions top trader sur Binance, et on voit que la totalité des comptes Binance qui est plutôt haussier, dans lequel on a quand même ici un retour à la hausse, on a une baisse de l'open interest avec quand même un cours qui est relativement flat. On a les CVD qui sont un petit peu tendance baissière mais relativement flat aussi par rapport à ce qu'on est en train de voir au niveau du cours. Donc pour moi, vraiment court terme, on se retrouve dans un setup où ici on n'a pas forcément de décision qui est prise, on est plutôt dans une zone de neutralité avec justement la mise en place toujours d'une diminution de la volatilité. C'est-à-dire quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se faire là, on voit que les cours en eux-mêmes sont en train de diminuer la volatilité effective, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne casse pas des plus hauts, et quand on casse des plus bas, on voit qu'on casse très légèrement des plus bas, et que derrière, on range. Donc pour moi, là, on est vraiment dans ce setup classique, dans lequel on a fait une respiration, enfin on a fait une accélération, et on est dans une phase de respiration, exactement ce que l'on a pu connaître, hein, dans les périodes précédentes ici d'accélération. On avait une accélération, respiration, donc qui était relativement longue, accélération, respiration. Pareil, accélération, respiration. Donc on est vraiment dans ce setup-là. La question qui va falloir se poser, c'est est-ce qu'on va avoir une accélération haussière ou est-ce qu'on va aller chercher la zone des 26 000 dans lequel on a beaucoup de liquidités qui se trouvent là, on comble tout l'imbalance et on sait qu'on a le maximum price qui arrive, notamment demain, dans lequel on aura les options qui vont lâcher avec plus de quasiment 5 milliards de dollars d'options à aller chercher. Donc il y a quand même un gros intérêt à aller chercher les 26 000. Surtout, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, on peut se dire avec la nouvelle de Michael Saylor qu'en effet on pourrait avoir quelque chose qui pourrait aller chercher plus bas. Bon, ça n'empêche que pour l'instant les indicateurs ne sont pas tournés là-dessus, ça peut changer relativement vite, il va falloir suivre, mais pour moi la recherche des 26 000, elle est à garder en tête, donc quelque chose qui pourrait setup comme ça, qui pourrait se mettre en place même en deux temps, hein. C'est la première accélération, temporisation ici avec un retest effectif de l'order block, et ensuite deuxième phase, pour aller chercher ici, pour ensuite structurer la hausse. Donc ça serait un setup classique, mais qui est aussi énormément attendu, et on sait qu'on commence à avoir de plus en plus de shorts qui sont en train de se positionner pour jouer justement cette tendance, avec principalement le double retest qu'on a eu, hein. Donc double retest qu'on a eu magnifiquement, hein, vraiment très bien fait, avec un renforcement de la liquidité. Donc ici, on a le premier retest, second retest, on a créé de la liquidité ici pour les shorters, position. Pareil, ici, on a eu un reflux de short effectif qui s'est mis sur le second retest du mouvement pour jouer la cassure baissière forte, cassure baissière qui ira chercher le dessous, d'accord, et qui accélérera en fait la rupture des 29 500. On casse les 29 500, on va aller très bas très vite, potentiellement pour aller chercher les setups que je vous ai donnés. Donc ça, c'est la première target que l'on pourra avoir. Pour moi, j'ai tendance à vous dire, le cours en lui-même n'a pas la même tête quand on regarde l'order flow. On n'a pas forcément de signes d'accélération haussière, on a même plutôt des signes d'accélération, enfin d'accélération baissière, on a plutôt des signes d'accélération haussière. Donc là-dessus, j'ai plus tendance à vous dire qu'on risque d'avoir en effet une cassure baissière qui risque d'être relativement légère pour aller chercher les 28 700, donc chercher l'order block qui se trouve ici, d'ailleurs on va le noter tout de suite. Et là, il va falloir surveiller. Quelle va être la réaction? Est-ce qu'on a une réaction où on a une mèche et ensuite on ravale tout de suite la mèche, où on a une accumulation très légère qui va se mettre en place sur une petite time frame? Là, à ce moment-là, donc quelque chose qui pourrait se faire comme ça, tac, et un redépart, là, ça veut dire que on ne cassera pas. C'est-à-dire qu'on ne cassera pas, on n'ira pas chercher les 26, et donc par contre, ça veut dire qu'on va faire un short squeeze relativement fort, parce que là, je peux vous assurer que si jamais on casse baissier, on va avoir une augmentation des shorts qui risque d'être drastique, et donc derrière, on aura tout intérêt à aller chercher plus haut, plus fort, donc c'est-à-dire par exemple la mise en place de chercher les options, donc se rapprocher les 26 000 pour limiter la casse au niveau des options, et ensuite aller faire un gros short squeeze pour aller chercher les personnes au-dessus, et aller retester un petit peu plus fort, parce que l'order flow nous dit qu'on a une divergence qui est en train de se faire entre le cours et les positions réelles et effectives des top traders, c'est-à-dire que les personnes sont en train d'acheter ce ranging
bas. On va passer sur deux choses. Un, la relation BTC Gold qu'on va discuter en fin de vidéo, et on va parler rapidement de la macroéconomie. Macroéconomie sur lequel on a ici un SP500 qui est en train de reprendre un petit peu des couleurs, avec un petit peu les annonces qui sont en train de se mettre en place, et on a quand même pas mal de choses qui risquent de pas forcément être positifs, dans lesquelles on a Powell et les banquiers centraux qui expliquent que, globalement, ils vont serrer un petit peu plus l'économie, en tout cas les taux, parce que l'économie est en train de supporter correctement l'augmentation des taux. Donc, là-dessus, on va revenir sur le CME Group, qui nous déclare un petit peu, on va dire, l'état du marché institutionnel au niveau de l'augmentation des taux, donc quelles sont les probabilités gérées par les institutionnels dessus. On voit que majoritairement pour le 26 juillet, nous avons 81% de chances d'avoir une augmentation des taux pour aller chercher les 5,5. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que on a ce maintien ici qui serait donc en septembre, novembre, décembre, et jusqu'à janvier, globalement, on serait sur un maintien de taux, avec quand même 27% pour novembre, d'une augmentation encore de 25 points. Donc globalement, le taux terminal qui est en train de se mettre en place au niveau du CME serait 5,5, voire 5,75, qui serait cohérent par rapport à ce qu'avait annoncé justement Powell. Moi, j'ai tendance à vous dire que 5,5 me paraît une bonne zone d'atterrissage, plus me semble un petit peu excessif. Ça va être vraiment déterminant de voir les chiffres de l'inflation pour essayer de voir est-ce que oui ou non on va remonter. J'ai tendance à vous dire que déjà 5,5 c'est pour moi la très bonne target, que j'annonce déjà depuis quasiment plus d'un an, donc on verra ensuite est-ce qu'on ira chercher un petit peu plus haut, mais en tout cas les institutionnels pensent que oui, potentiellement, fin d'année 2023, on pourrait avoir encore une augmentation de 0,25 pour aller chercher les 5,75, et ensuite on aurait le dégressif sur 2024 avec le pivot de la Fed pour une diminution, pour arriver dans des taux en dessous de 3,50, à peu près fin d'année 2024, hein, d'accord. Donc la diminution des taux semble assez faible, assez lente par rapport à ce que pouvait annoncer notamment Jérôme Powell, et donc forcément ça veut dire que les nouvelles qui vont arriver aujourd'hui par rapport au PIB risquent d'être très importantes, parce que le PIB va être une valeur aussi vraiment primordiale pour déterminer si oui ou non l'économie est capable d'assumer une augmentation de taux structurelle supérieure, encore une fois, à savoir qu'on a toujours une notion de latence qui est en train de se faire, mais on sait que là, normalement, voilà, une partie des taux est déjà assimilée par l'économie, et on voit un marché de l'employment qui est plutôt stable aux USA, et qui permet de continuer à augmenter les taux, et c'est un petit peu ce qui est en train d'être pricé, et malgré ça, on voit qu'on a un SP500 qui tient fortement et qu'on retrace pas tant que ça, hein. La target que j'avais d'un retracement est 4000, pour l'instant on tient, on ne casse pas baissier, on n'a pas trop de signes, donc il va falloir être patient pour voir ce qui se passe. On va terminer sur le BTC et le Gold. On compare souvent BTC comme étant l'or numérique, et je pense qu'il était important de faire le ratio, justement BTC-Gold, pour voir un petit peu ce qui est en train de se passer, et de la transposition de la force de l'un versus l'autre. Donc nous avons le BTC qui est divisé par le Gold, donc c'est-à-dire que lorsque ça monte, ça sous-entend qu'on a une surperformance de BTC, quand ça descend, ça sous-entend qu'on a une sous-performance de BTC. Et on voit que majoritairement, depuis juin, donc depuis la partie Celsius, si on retire la partie FTX, on est plutôt dans une structure où on a un BTC qui reprend la surperformance par rapport au Gold. Historiquement, quand on remet le cours, on voit qu'on a quand même un cours qui ressemble grandement au BTC classique. Donc là-dessus, j'ai tendance à vous dire que nous sommes dans une pattern où, d'ordre général, le BTC est toujours en surperformance, que ce soit de l'USD, parce que quand on fait BTC par rapport au dollar, ça sous-entend qu'on a une surperformance du BTC par rapport au dollar, et qu'on a une surperformance du BTC par rapport à l'or, on a une surperformance du BTC par rapport au Nasdaq d'ordre général et des différents indices, donc majoritairement, par rapport à l'ensemble de l'économie, nous avons une surperformance du BTC par rapport au reste. Et c'est très important de le retenir, parce que pour moi, la comparaison entre les deux, elle est totalement prématurée, parce que c'est deux choses séparées, et on est en train de se diriger vers une notion de finance traditionnelle qui commence à s'intéresser au BTC. Et clairement, il s'y intéresse pas comme étant de l'or, il s'y intéresse comme étant un actif risqué à fort potentiel pour aller chercher justement des pourcentages de rendement, et s'avère ces pourcentages de rendement, que ce soit leurs clients, ou que ce soit dans leurs objectifs mensuels, annuels, trimestriels, voire même, pourquoi pas, de 10 ans. Donc on est vraiment dans cette idée-là, on est loin de cette représentation de l'or numérique. Et ça prendra beaucoup de temps pour avoir un shift. On reste dans quelque chose qui surperforme le marché. Et c'est la raison pour laquelle les personnes veulent
rentrer sur ce marché-là, parce qu'il y a une surperformance par rapport à l'ensemble du marché, que ce soit même l'or, que ce soit d'autres actifs risqués, on a vraiment quelque chose qui permet d'avoir du rendement sur le long terme. Quand on regarde un petit peu la courbe sur le long terme, on voit qu'on a toujours une surperformance du BTC par rapport à l'or depuis relativement longtemps, même si on a eu de 2018 à 2020 quelque chose qui a été relativement neutre, on a à côté un BTC qui pousse et qui permet justement d'aller chercher beaucoup plus haut. Et c'est vraiment essentiel pour moi de comprendre ça, de vous faire comprendre que l'or, la représentation avec l'or, elle est bien, idéologiquement, mais ça n'empêche qu'on est quand même relativement loin, et quand on regarde les cours, pour moi, quand je regarde ce graphique et que je le compare au BTC USD, on est identique, et donc la représentation des deux est totalement différente, et que pour moi, c'est juste une notion différente. Ça va prendre du temps pour faire évoluer les mentalités, et que pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas, et ce ne sera pas le cas avant plusieurs années, si jamais un jour c'est le cas. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit like, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour une vidéo sur DYDX, dans lequel je vais vous faire une analyse de la crypto, une analyse fondamentale, dans lequel on va revenir sur tout, un petit peu à l'identique de celle que je vous ai fait hier sur Atom Cosmos, d'ailleurs, vidéo que je vous mets là, si jamais vous n'avez pas eu le temps de la regarder, et on se retrouve à 13h30 pour une nouvelle vidéo.